Bonjour François. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Sans filtre ajouté et pour un sujet pas des moindres puisqu'on va parler d'innovation dans la supply chain, comment transformer le secteur face aux crises actuelles. Des crises, il y en a de plus en plus, elles sont successives et de plus en plus rapprochées. Donc quels impacts sur la supply chain? Il y a beaucoup de choses à évoquer. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui sont en train de nous écouter ? Alors, je m'appelle François Depré. J'ai travaillé un certain temps dans l'agroalimentaire, dans des fonctions de direction marketing et commerciale. J'ai travaillé pour le groupe Sodial. J'ai démarré ma carrière chez Le Sieur. Voilà, donc je connais bien le monde de l'agroalimentaire. Après, j'ai un peu bifurqué plutôt dans le monde de la data et de la technologie. Quelle idée En travaillant. Quelle idée de génie! En travaillant pour GS1 France, qui est en fait la branche française d'une organisation mondiale qui a en charge la normalisation des données dans la supply chain et qui est très connue parce que c'est l'organisme qui fournit les codes, des fameux codes barres qu'on retrouve sur les packaging. J'ai fait ça jusqu'à il y a 3 ans avant de rejoindre Sprint Project comme directeur associé. Et Sprint Project, c'est une entreprise qui est en charge d'accompagner les grandes entreprises pour explorer des sujets d'innovation et notamment pour leur permettre d'identifier des solutions innovantes qui vont répondre à des problématiques. Ça peut être dans la supply chain, mais ça peut être dans tout un tas d'autres sujets. Et effectivement, la supply chain se transforme beaucoup, donc on a pas mal de sujets dans ce domaine-là. Effectivement, mais c'est un sujet qui reste quand même assez complexe et qu'il faut démocratiser parce qu'effectivement, on parle beaucoup dans les médias de marketing, de commerce, etc. Mais à mon sens, assez peu de supply chain. Enfin, c'est mon point de vue. Et justement, c'est ce qu'on va faire. Tu sembles présenter, comme tu l'as évoqué, une expertise reconnue, en tout cas dans la transformation des chaînes d'approvisionnement. Comment tu vois, puisqu'on est dans une ère où la digitalisation et l'IA est au... Alors, la digitalisation se développe énormément et ça fait longtemps qu'on parle de digital. Maintenant, l'IA, on est quand même aux prémices. Dans quelle mesure, justement, ça peut faire évoluer la supply chain ? Alors j'ai une petite expérience dans des comités de direction de boîtes de l'agroalimentaire et c'est assez marrant parce qu'il y a 2 fonctions. Quand on les entendait prendre la parole, c'est souvent pour parler de problèmes. C'était les fonctions de DSI, de patron de l'informatique ou patron de la supply chain. Donc des fonctions qui sont effectivement un peu le nerf de la guerre parce que c'est 2 enjeux qui sont très importants et effectivement aujourd'hui c'est des fonctions à mon avis qui entre guillemets se vengent un peu par rapport à cet état de fait parce que la digitalisation, les flux de marchandises sont accompagnés de flux de données qui sont de plus en plus importantes. Il y a des exigences de plus en plus fortes sur les marchés en termes de traçabilité. Quand on dit traçabilité, ça veut dire remonter la chaîne d'information jusqu'à la production, qui dans un monde, effectivement, une chaîne d'approvisionnement très très complexe, mondiale, même si on nous parle beaucoup de consommation locale et de choses comme ça, la réalité de la consommation, on le voit très bien au Cial, et que c'est totalement mondial, et donc remonter ces chaînes d'approvisionnement, de la production jusqu'à la consommation, c'est des enjeux très importants. Donc tout cet acheminement de matières premières transformées, retransformées jusque dans l'assiette du consommateur. Maintenant, on a même une dimension circulaire qui complexifie puisque on va recycler les emballages, avoir des enjeux de traçabilité d'une autre forme. Donc c'est des sujets passionnants. Maintenant, comment l'IA et la digitalisation impactent les supply chains, forcément comme n'importe quelle discipline. Moi, j'ai tendance à penser que le premier levier qui est important, c'est déjà de savoir gérer ces données. Et c'est pas toujours aujourd'hui un niveau de maturité très important chez les entreprises. Qu'est-ce que tu entends par savoir gérer ces données ? C'est-à-dire que l'IA, c'est pas un pouvoir magique. C'est-à-dire que ça soit l'IA prédictive ou l'IA générative. Si vous n'avez pas des données structurées pour être capable d'utiliser cette information, en fait, ça sert à rien, quoi. C'est comme vouloir, j'essaierai une analogie un peu avec le monde de la cuisine, quoi. Je veux dire, c'est essayer de faire la cuisine sans ustensiles, quoi. Il y a un moment, il y a un truc ou sans ingrédients. Donc l'ingrédient primaire, c'est la donnée. Et aujourd'hui, la problématique qu'il peut y avoir, c'est que les données sont un peu propriétaires, c'est-à-dire que chacun a des outils en interne spécifiques pour faire telle ou telle chose, pour faire son ERP pour la partie financière, d'autres outils dans la supply chain, etc. Tous ces outils sont un peu isolés les uns des autres et il y a des enjeux de partager la donnée, de la structurer, et une fois qu'elle est bien structurée, c'est là qu'on peut en faire quelque chose avec de l'IA. Donc le développement de l'IA,
il permettra de faire beaucoup de choses, mais la première étape, à mon sens, chez beaucoup d'acteurs, c'est d'abord d'apprendre à structurer ces données et après d'exploiter cette matière première. Bien sûr, et après, au-delà de ça, alors, je trouve que c'est un très très bon point de dire déjà d'avoir des bonnes bases de données qui sont propres pour les exploiter après, mais c'est aussi l'utilisation de l'IA et qu'est-ce qu'on en fait, parce que ça, c'est un outil, mais il faut savoir bien l'utiliser. Enfin, je pense que c'est hyper clé aussi. Oui, c'est un outil et puis c'est un processus, c'est un mode de travail qui est assez spécifique. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, et puis c'est un outil. C'est-à-dire que je pense que parfois, nous on a des demandes de nos clients qui font de faire de l'IA plus un objectif qu'un moyen. Ça peut honnêtement faire des trucs assez incroyables, hein. Moi je pense que ce soit les modèles prédictifs qui est une IA qu'on connaît maintenant un peu plus, l'IA générative qui est plus récente, qui peut aussi permettre de faire beaucoup de choses sur les aspects marketing, sur les aspects service client, il y a énormément de possibilités avec l'IA, mais encore une fois, il faut se définir un objectif, se définir une stratégie et voir comment cet outil va y contribuer. Tout à fait. Je le disais un peu en introduction, on cumule les crises. Alors, je ne sais pas si on peut parler de crise inflationniste, je pense que ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas, on a vécu une période d'inflation qui semble se tasser, mais qui a eu certains effets assez conséquents, et notamment sur les chaînes d'approvisionnement. Selon toi, comment justement ces nouvelles technologies, comme par exemple l'IA, elles peuvent contribuer à atténuer ces effets ? Est-ce qu'elles le peuvent vraiment ? Finalement, sur justement les effets que ça peut avoir sur les produits alimentaires. Alors oui, je vais reprendre ce qu'on disait juste avant. On a, avec le CIAL, organisé un summit mardi matin autour des sujets de supply chain. Je fais venir quelques professionnels autour de la table et je sais déjà qu'il y en a qui vont dire, mais vous savez, le principal levier pour décarboner la supply chain, améliorer les supply chains, c'est déjà de remplir les camions. Après, l'IA, elle peut aider à mieux remplir les camions. Aujourd'hui, nous, on scanne pas mal d'innovations et de solutions innovantes pour mieux structurer les palettes, mieux gérer l'ordonnancement des flux, etc. Il y a clairement des choses à faire et souvent, l'IA peut aider. Bon, en attendant, il y a des choses pragmatiques à faire potentiellement avant d'utiliser l'IA. Mais oui, clairement, c'est un outil qui aide énormément. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut améliorer sa performance grâce à l'IA. Mais c'est une espèce de logique de supply chain augmentée d'une certaine manière qui va permettre de faire des choses. Ça résout pas tout et encore une fois, c'est le cahier des charges de base, à mon sens, qui est important, qui est à fixer et de voir comment l'IA peut apporter de la performance. Parce que gérer des masses très conséquentes de données, ça nécessite forcément des outils informatiques assez performants et là l'IA peut apporter plein de choses. Maintenant, c'est pas un gadget et l'utiliser comme un gadget, c'est un risque par rapport à ça. Donc voilà. Après, sur la question de l'inflation, je reviens à ça, c'est-à-dire que l'inflation est liée à des coûts des coûts qui existent à plein d'endroits. Il y a plein de solutions qui embarquent de l'IA pour améliorer ces coûts. Des fois, mettre de l'IA, le retour sur investissement n'est pas forcément à court terme. Souvent, quand on met de l'IA, c'est aussi potentiellement pallier des problématiques de ressources humaines sur certains domaines. Mais ça peut aider dans plein de domaines. Alors, attention, parce que comme tout investissement, c'est des technologies qui ne sont pas forcément bon marché. Donc l'impact sur l'inflation, quel est le retour ça reste en fait des outils de modernisation et comme tout travail de modernisation, l'impact sur les coûts peut exister. Il y a des choses très intéressantes quand on commence à regarder du côté de l'énergie en ce moment et avec des outils effectivement comme l'IA qui permettent de piloter un peu mieux la consommation d'énergie, voire aussi la production parce que c'est un autre élément qu'on suit beaucoup. L'enjeu de la production d'énergie qui est poussé par des réglementations, donc de mettre des panneaux solaires sur les toits des usines ou d'autres outils, de faire de la méthanisation, des choses comme ça. Ça en partie, c'est des modèles qui vont nécessiter effectivement des pilotages où la data va être aussi très importante. Mais ce qui fait peur, tu vois, alors à ma petite échelle, je me suis renseignée un peu sur l'utilisation de ChatGPT. Donc là, je parle vraiment l'IA de base, grande conso, etc. Et je n'avais pas réalisé qu'une requête sur ChatGPT, c'est l'équivalent d'une ampoule allumée pendant 36 heures. Une requête simple. Et je trouve qu'on est un peu dans un paradoxe où oui, on développe de l'IA, mais pour des solutions de durabilité. Mais d'un côté, est-ce que l'IA, elle est durable aussi ? Alors moi j'avais un autre chiffre, non, mais je suis tout à fait d'accord, mais on a eu le même problème avec la blockchain il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Ces technologies ont beaucoup d'impact,
On estime, je crois, j'ai vu un article qui disait que l'IA représente à peu près la consommation d'énergie de la Suisse aujourd'hui, donc ça paraît assez significatif. Que effectivement produire une image sur ChatGPT, c'est l'équivalent de recharger un téléphone. Voilà, effectivement, c'est des impacts qui sont très importants. Donc, moi, j'aurais tendance à dire attention, comment dire, dans l'usage commun qu'on en a nous en tant que, à la limite, consommateur ou individu, déjà. On sollicite peut-être ChatGPT pour des conneries, pardon mon langage, mais voilà, donc il y a un enjeu. Bon, après, je pense que là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire pour essayer de moderniser cette consommation énergétique du domaine informatique et essayer de trouver des leviers pour atténuer la consommation. Mais effectivement, il y a un certain nombre de paradoxes par rapport à ça, où la technologie, elle est très consommatrice d'énergie. Bien sûr. Les robots, c'est très consommateur d'énergie, plus que les êtres humains. Et effectivement, il y a des équilibres à trouver par rapport à ça. C'est pour ça que je dis des fois, il y a des solutions un peu pragmatiques qui ne sont pas forcément liées à la technologie qui peuvent fonctionner. Voilà, des choses, nous on voit des choses qui sont un peu de la low-tech, qui sont très intéressantes aussi en termes d'amélioration des processus, des choses qui sont toutes bêtes entre guillemets, mais qui peuvent aussi servir l'innovation. Si tu pouvais nous citer un exemple concret, alors je ne sais pas si tu as la possibilité, il y a peut-être des notions de confidentialité et si c'est le cas, il n'y a pas de souci, mais juste pour qu'on s'imagine une entreprise qui investit dans l'IA, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu peux nous donner un exemple pour rendre ça encore plus concret? Aujourd'hui, pour prendre un exemple, il y a beaucoup de choses qui se font autour de finalement de l'amélioration de ce qu'on a appelé dans le temps les chatbots. Voilà. Bon, ça, c'est des exemples concrets. Il y a des centres d'appel partout dans le monde qui vont forcément être mis en concurrence avec ces chatbots qui existent déjà, qui sont déjà en ligne, qui sont poussés par pas mal de gens. Il y a des défauts de qualité aujourd'hui. Il y avait Castorama qui a gagné un prix. Exactement, Castorama. Il y a pas mal de boîtes qui sont en train de faire des choses. Voilà, avec nous, certains de nos clients qui ont des fois eu des mauvaises surprises. Mais ça, c'est un exemple effectivement qui va affecter directement des emplois, quoi, pour être très clair. Bon, après, voilà, ça dépend le niveau de qualité. Il va y avoir des acteurs qui vont faire des choix en termes de qualité de prestation et augmenter la qualité avec des réponses humaines, mais ça va quand même relativement vite, donc il y a des choses qui sont, et ça, nous on suit beaucoup la maturité de l'innovation, et il y a des domaines sur lesquels l'IA générative n'est pas tout à fait prête, mais il y en a d'autres où c'est assez bluffant, effectivement, la vitesse à laquelle ça peut faire des choses, surtout pour des fonctions très basiques, genre questions-réponses basiques, c'est sûr que ça peut fonctionner. Ce qui est un aspect important de la supply chain, parce que derrière la supply chain, il y a le service au client. N'importe quel acteur du monde de l'agroalimentaire vous dira que le taux de service à son client retailer est très très important. Donc la capacité effectivement d'avoir des outils pour améliorer ce taux de service, c'est important. Voilà. Après, ça reste des investissements. Bon, si ça peut éviter de payer des pénalités parce qu'on n'est pas très performant, ça peut valoir le coup. Mais c'est un équilibre économique qui est, honnêtement, c'est difficile de prendre un cas particulier parce que je pense que justement tous les cas sont un peu particuliers. On peut difficilement. Moi, mon conseil aux acteurs, c'est d'appréhender les choses déjà en ayant une vision de ce qu'ils ont entre les mains, de quelles sont leurs données, de quels sont leurs processus. Voilà, il y a un peu de conduite du changement aussi sur ce genre de choses. Voilà, il y a des trucs, des quick wins, des choses qu'on peut faire assez rapidement, mais moi je pense qu'il y a aussi besoin de poser un peu les problématiques clairement, et pas de se lancer en se disant je vais faire de l'innovation pour faire de l'innovation. Oui, tout à fait. Un autre sujet qui est tout aussi intéressant, c'est la collaboration entre les multi-acteurs. Notamment, alors, on peut penser par exemple entre les grandes structures et plutôt les startups. Comment ces partenariats, selon toi, ils peuvent renforcer la résilience et aussi la résilience de la chaîne d'approvisionnement face à des crises qu'on traverse, et évidemment des plus petits acteurs qui n'ont pas forcément les reins très solides pour pouvoir appréhender ces crises-là par rapport à des grands. Je donne un peu une partie de réponse. Alors, non, mais ça tombe bien parce qu'on a mené une étude avec le CIAL que je vous invite à télécharger sur leur site ou sur le nôtre. Voilà, alors c'est au cœur vraiment de la compétence de Sprint Project, de la capacité à aider des entreprises à identifier comme ça des solutions innovantes qui sont souvent portées par des petites boîtes. Le monde de l'agroalimentaire qu'on a du coup exploré au travers de cette étude et la manière dont l'open innovation est appréhendée, c'est particulièrement intéressant parce que
on a trouvé quand même des petites différences dans l'appréhension de ça. Premièrement, il y a une dimension R&D importante, le pouvoir de la R&D est importante et ce qui est normal, parce que traditionnellement la différenciation se fait par le produit, l'appel des clients c'est d'avoir des innovations et des nouveautés qu'on puisse développer. Alors forcément on n'est plus dans les années 80 ou 90 où les champs d'exploration étaient nouveaux. Aujourd'hui on va chercher de nouvelles choses, sauf que la food tech est quand même assez dynamique, mais on est très centré produit, donc du coup ça limite un peu les partenariats, parce qu'entre les gros acteurs qui sont assez centrés R&D et les startups qui font un peu de la food tech avec des choses un peu nouvelles, initier des partenariats, voilà, l'historique c'est plutôt j'attends qu'il grossisse un peu et je vais le racheter parce qu'il a une boîte qui est intéressante ou une marque. Voilà, alors distinguons aussi un peu les marques innovantes entre guillemets, parce qu'elles ont un concept innovant, vraiment de l'innovation produit à part entière. Mais du coup il y a ce côté-là dans l'agroalimentaire, mais justement les sujets type supply chain, retail, tous les sujets liés au packaging, à l'économie circulaire, au recyclage, tous les enjeux de process industriel, de l'amération process industriel, là il y a un champ énorme de startups qui se sont développées dans ces domaines, et là il y a un champ énorme de collaboration possible. Et ce qu'on voit dans ces collaborations, c'est que c'est un petit peu, ça commence à démarrer, l'effet un peu, j'allais dire RSE, les objectifs que les entreprises se mettent de dire en 2030 je vais être net zéro, je vais réduire ma consommation d'énergie, je vais réduire mon impact carbone. Ok, bon, une fois qu'on s'est mis cette trajectoire, il faut trouver des solutions pour être capable de le faire. Et là, il y a plein de choses à faire. Voilà. Je pense qu'il y a plein de choses à faire sur les produits, mais il y a une petite réticence. Mais on voit très bien au travers de l'étude que cette dimension est importante. Et l'agroalimentaire, c'est quand même un domaine un secteur qui collabore un peu moins avec les startups. En partie parce que effectivement une grosse partie de ces startups sont des créateurs de marques aussi, donc sont vus comme des concurrents, mais moi je pense qu'il y a plein de choses à faire très intéressantes, et c'est une sorte de on voit au travers de l'étude que c'est un peu c'est culturel en fait. Il y a une culture dans l'agroalimentaire qui et le CIAL, je trouve c'est un lieu qui est très intéressant parce que et c'est pour ça qu'on a fait cette étude, qu'ils nous l'ont commandité. C'est parce que c'est un domaine, on voit très bien l'enjeu de la collaboration, de la rencontre. Enfin, je veux dire, c'est un salon énorme qui est très impressionnant, et du coup, l'enjeu de cette collaboration entre grands groupes et plus petites sociétés peut mener à pas mal d'endroits. Et je pense que c'est pas un autre élément de l'étude, c'est pas un domaine réservé aux gros acteurs. On voit qu'il y a une grosse différence entre les gros acteurs qui ont mis en place des équipes, qui font vraiment des choses sur l'open innovation, et les plus petits, les PME, les ETI. Moi, je pense qu'il y a un vrai potentiel pour ces PME et ces ETI. Alors, ça implique effectivement d'avoir une part de responsabilité dans les équipes pour s'occuper de ça. Mais il y a plein de choses à faire, et c'est un moyen aussi d'accélérer, et ça... c'est pour ça qu'on a donné ce nom à Sprint Project, mais c'est vraiment un moyen d'accélérer l'innovation. Parce que finalement l'innovation est portée par d'autres, et c'est alors sans être à la prendre de l'innovation sur étagère, parce qu'il y a quand même des enjeux de collaboration et de finir le produit d'une certaine manière, mais moi je pense qu'il y a plein de domaines qui sont très intéressants. Et justement, cette étude, elle a été commanditée uniquement en France ou à l'international, et est-ce que tu vois des différences justement ou des disparités entre l'international et la France? Est-ce que c'est un atypisme finalement, cette moindre collaboration en agroalimentaire entre les gros acteurs et les startups? Nous, on n'a pas vu de différence entre les pays. Non, il n'y a pas vraiment le critère, c'est grosse entreprise ou petite entreprise. Ce qui est logique, parce que, d'un côté c'est logique, de l'autre côté c'est un paradoxe pour moi, parce que c'est logique parce que les grosses entreprises, elles ont les moyens de structurer des équipes, etc. C'est un paradoxe parce que honnêtement, l'agilité des petits va très bien avec cette notion d'open innovation. Absolument. Donc ça mérite d'être exploré. Nous, on promeut le fait de faire ça méthodologiquement, parce que le risque, c'est de se noyer, parce qu'il y a tellement de choses que on peut pas veiller sur tout. C'est peut-être ça qui fait peur aussi aux petites entreprises, de se dire comment je fais pour sélectionner entre guillemets ce qui va m'intéresser. D'où l'importance des process et des méthodes organisationnelles des grands groupes. Exactement, donc d'avoir une veille assez méthodique, de savoir évaluer les choses, de savoir évaluer la pertinence. C'est quelque chose effectivement qui prend du temps, mais il y a des gens très compétents qui peuvent faire ça. Et après, dans la collaboration avec les startups, il faut aussi savoir que c'est pas une collaboration comme les autres, parce que c'est pas un fournisseur comme les autres, c'est des gens qui ont déjà qui aspirent à aller relativement vite eux pour se développer, et qui sont encore en permanente réflexion sur leur propre offre. Et donc finalement le cas d'usage
de leurs partenaires de grandes entreprises modèlent d'une certaine manière leur offre. Et il faut accepter ça. Il faut accepter ce temps, un peu de co-développement. Mais il y a des choses absolument passionnantes et intéressantes à faire de ce côté-là. Absolument. Et je voulais te poser la question, quelles sont selon toi les tendances majeures qui vont transformer justement les chaînes d'approvisionnement et qu'il faut absolument suivre ? Qu'il ne faut pas louper justement pour être à la page vu que tout va très vite. Donc les tendances sur vraiment la dimension de la chaîne d'approvisionnement, je pense que ce dont on a parlé du data management, c'est fondamental parce que l'exigence réglementaire, elle est en train de pousser à avoir des packaging avec beaucoup d'informations de plus en plus nouvelles, de la traçabilité, de l'évaluation de l'impact carbone, de l'impact sur l'eau, sur la biodiversité, enfin voilà, tous ces éco-scores, Planet Score, etc. qui vont germer sur les packaging. Voilà, le Nutri-Score avec pour particularité d'être un algorithme assez simple, je vais dire. Là, on va être sur des données où on n'est pas en tant qu'acteur responsable de 100% de la donnée. Oui, elle va provenir de quelqu'un d'autre. C'est vrai. Donc ça veut dire, un mot qui m'est cher, c'est que quand on va gérer la donnée, il faut faire de l'interopérabilité, c'est-à-dire être capable d'échanger ces données. Et c'est un point qui est important, mais ça c'est une grosse tendance. Je veux dire, l'affichage environnemental ou l'origin score par exemple, sur le papier ça paraît une évidence, c'est pas si simple que ça parce qu'il y a plein de gens dans l'agroalimentaire, vous pouvez aller interviewer les gens ici, qui vont vous dire qu'ils connaissent pas leur fournisseur de rang 2. Voilà, donc ils connaissent le rang 1, mais pour aller chercher l'information derrière, c'est ça. Donc ça, c'est un enjeu qui est pour moi fondamental. L'autre dimension, c'est la consommation d'énergie tout au long de la supply chain. Donc on sait quand même qu'une partie significative, ça dépend des catégories de produits, est liée à la production. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le domaine de l'agritech pour trouver des moyens là-dessus. Mais toute la chaîne, c'est un enchaînement de gaspillage divers et variés. Ça, c'est un premier levier. L'autre levier, c'est que c'est de la consommation. Je veux dire, le camion qui va du centre de production, enfin, déjà commencer par le tracteur, le camion qui va acheminer la matière première, le camion ou le bateau. Voilà. Ensuite, il y a l'usine de transformation. Ensuite, il y a les entrepôts. Entre les deux, il y a aussi du transport. Voilà. Il y a toute une chaîne de l'industrie en elle-même et aussi consommatrice d'énergie. Il y a quand vous êtes sur des produits qui font du séchage ou des produits, vous prenez l'industrie sucrière par exemple, la production de sucre, ça consomme énormément d'énergie. Tout à fait. Donc voilà, l'impact il est là, il est important. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de domaines, que ce soit de la production décarbonée, le stockage de l'énergie, la réutilisation de l'énergie, le pilotage de l'énergie. Là, il y a de l'IA, il y a des choses qui font ce qu'on appelle des Energy Management Systems. Donc ça, c'est des domaines qui sont en plein développement. Il y a un gros sujet sur les emballages. C'est encore assez immature, mais entre les nouveaux emballages qui vont en contradiction malheureusement avec la protection des aliments qui est une autre tendance et une autre demande importante, mais donc là il faut gérer un peu les deux. Il y a effectivement des modèles nouveaux, des modèles qui vont jusqu'à effectivement dans le retail, de privilégier le vrac, le réemploi même entre l'usine et finalement dans la partie supply B2B mais aussi dans la partie B2C. Ça c'est des tendances qui sont très importantes. Dans la supply chain, il y a moult choses qui sont pertinentes et l'élément majeur, c'est la collaboration entre les acteurs parce qu'à eux seuls, je vois mal comment les acteurs de l'agroalimentaire qui ont un nœud de responsabilité vont réussir à embrasser entre guillemets toutes ces problématiques-là. Mais la tendance étant à de plus en plus de réglementation, il y a aussi un facteur qui est dans l'obligation, entre guillemets, de se conformer, que ce soit les réglementations sur la déforestation, la loi AGEC en France, enfin il y a beaucoup de choses de cette nature.